Bonjour Jean-Claude Camus. Bonjour. Vous n'étiez pas né pour ça, pourtant vous en avez vu votre vie avec Johnny, Michel Sardou, Hallyday et tant d'autres, tout le show business ou presque. Vous le racontez dans un livre incroyable chez Plomb, qui fait un carton. Je voudrais d'abord vous demander, vous avez une amitié depuis 30 ans avec Johnny. En plus. Plus que 30 ans. Ouais. Il y a une véritable inquiétude aujourd'hui pour Johnny. Vous avez des nouvelles? Écoutez, moi j'ai pas son bulletin médical, mais j'ai passé un 29 octobre avec lui le lendemain de mon anniversaire. Ils m'ont fait un anniversaire surprise à Bar-la-Coquette. J'ai trouvé bien, il se soigne, il l'a dit, il est malade, il se soigne, il se bat. Voilà, mais je peux vous dire que j'ai entendu aussi 7 ou 8 chansons de son prochain album. La voix est toujours là, Ouais, il n'y a pas de problème. incroyable. Il y a pas de C'est problème. un phénix, il renaît toujours de ses cendres, Johnny. C'est un battant, c'est un gagnant. Il est au-dessus de tout le monde. Ouais. Il aime les challenges, il aime quand c'est dur, difficile, il est habitué à ça. Il a toujours été habitué, depuis l'âge de 16 ans et demi. Oui. C'est ce Johnny-là que vous avez toujours connu et aimé, finalement. Johnny, c'était un vieux couple. Ça dépassait vraiment, et ça dépasse. Enfin, maintenant, je ne suis plus dans la profession, mais ça dépasse vraiment les relations professionnelles. C'est famille, c'est vraiment famille. Juste un exemple, entre autres, Sardou en a fait autant d'ailleurs. Faut le faire pour un artiste, se lever matin de bonne heure pour aller à 150 km de Paris à l'enterrement de mon papa, ça vous donne l'attachement qu'on avait entre nous. Oui. Il y a eu pourtant une rupture. Vous dites que vous avez pleuré quand vous avez reçu un jour un coup de fil de Laetitia Hallyday, qui vous a passé son mari. Et que j'ai retrouvé le soir même. Je ne l'avais pas vu depuis 6 ans. Je ne l'avais pas vu depuis 6 ans, Johnny, depuis qu'il était parti, parce qu'il a eu un gros besoin que je ne pouvais pas, moi, satisfaire. Mais c'est vrai, quand on s'est retrouvés à Bruxelles, au Palais 12, qu'on s'est retrouvés dans la loge et que je vois mon Johnny qui me dit « Je suis tellement content de te voir ». Et moi, j'ai fondu, je retrouvais un peu mon petit frère, j'allais dire. Oui, quelle aventure incroyable. Vous l'avez croisé la première fois. Vous racontez évidemment dans ce livre, on va en parler de tous les autres artistes, mais un jour vous le croisez, vous travaillez avec Dick Rivers, la bande du Golf Drouot, et vous vous dites « Ah, le type qui va travailler avec ce type-là, avec lui, il va devenir un roi ». J'étais un visionnaire. J'étais un visionnaire, c'est vrai. J'en ai rêvé pendant 10 ans, parce qu'il y avait en effet Dick Rivers, Chat Sauvage, Eddie Mitchell, Les Chaussettes Noires, Les Vautours, Vic Laurence, etc. Puis il y avait ce grand blond que j'allais voir sur scène, etc. et tout. Et j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un qui était au-dessus de tout, qui dépassait tout le monde. C'est le patron, c'est vraiment le patron dans le métier. Oui, c'est le boss. Vous allez travailler ensuite, vous faites des concerts énormes. On va reparler Bob Marley, Supertramp. Et c'est un jour, en coulisses de Supertramp, Johnny vient vous voir et vous dit « J'ai envie de travailler avec toi ». Oui, en fait, puisque mon métier n'existait pas, c'était que des associations qui organisaient les spectacles, donc quand les artistes arrivaient sur place, c'était des bénévoles, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et moi, je me suis mis à acheter des spectacles en province, sous chapiteau, la plupart du temps, puisqu'il n'y avait pas de salle pratiquement. Et quand Johnny, entre autres, ou Michel Sardou arrivaient, vers 18h, 17h, 18h, c'est comment ce soir ? Oh, bon, on est en vacances, c'est Camus. Et ça s'est répété comme ça X fois, donc j'ai dû faire avec Johnny sans doute plus de 30 de galas en province que j'avais achetés, donc on se connaissait vraiment bien. Tellement bien qu'au 6e ou au 7e, je me rappellerai toujours, c'était à Châteauroux sous chapiteau. Après le spectacle, il est minuit, il doit rentrer sur Paris, et même moi aussi d'ailleurs, en voiture. Il vient m'embrasser, au revoir, merci, c'était bien, il prend mes lunettes de vue et il s'en va. J'avais des lunettes de vue à l'époque, voilà, ça c'est Johnny. Et en effet, quand il est arrivé pour voir Supertramp, en coulisses, il me prend à part. Il faut savoir que Johnny est très réservé, je dirais même un grand timide, en fait. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Et il me prend à part, il me dit, tu sais que j'ai viré toute mon équipe... producteurs, musiciens, etc. et tout. J'ai dit oui, j'ai entendu, Johnny, je suis au courant. Tu accepterais de t'occuper de moi? Oh, mais attendez, Johnny Hallyday me demandant à moi, qui suis personne à l'époque, est-ce que tu accepterais de t'occuper de moi? C'était une déflagration dans ma tête. Inutile de vous dire que je ne me suis pas fait prier, pas fait du cinéma, je vais réfléchir et tout.
Et là, bah, tout a vraiment commencé pour moi. Ce qui est incroyable, c'est pour ça que je dis toujours, parce qu'on me pose de temps en temps la question, vous la poserez peut-être, mais je vous devance, mais sans vous, est-ce que Johnny aurait fait la même carrière? Mais évidemment, mais évidemment. Ce qui est certain, c'est que moi, j'aurais pas fait la même. Oui, c'est sûr. Mais il aurait peut-être pas fait la Tour Eiffel. Incroyable souvenir. Vous lui faites faire les plus grands concerts. Je veux dire, l'imagination. Ben évidemment. On est deux fous avec Johnny et ce que Johnny aimait complètement dans ma façon de travailler, il le disait partout. Ce qui est bien avec Jean-Claude, il me dit jamais non. Voilà. Et c'est vrai que bon, des fois, je trichais un peu, je disais pardon en face, enfin, je faisais un petit peu le tour. Si, une fois, je lui ai vraiment dit non quand il m'a dit, la prochaine fois, le Stade de France, je veux arriver en hélicoptère. Je lui ai dit, ça, écoute, alors tu n'y penses même pas une seconde, c'est impossible, on n'aura jamais les autorisations, enfin bref, il a, mais harcelé. Michel Drucker le raconte d'ailleurs dans son spectacle. Il a harcelé à 3h du matin. « Allô Michel, qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je dors. » Tu dors toujours. Enfin bref, c'était vrai. Je veux mon hélicoptère. Eh ben, il a eu son hélicoptère. Voilà. Et quand il arrive au Parc des Princes, par la foule, par le public, et que vous croisez Jack Lang ensuite en coulisses, et il lui dit... Il lui dit, mais qui a eu cette idée folle de me faire arriver par le public? Et il se tourne vers vous et il dit, c'est ce con. Bah oui. En parlant de vous. Oui, absolument. Absolument, oui. Oui, j'ai eu cette idée. Bah, vous savez, on partageait, on était une petite équipe, etc. Et le grand souci de Johnny a toujours été, il était ça de Maurice Chevalier, il dit, mon garçon, quand tu fais un spectacle, tu dois soigner ton entrée et ta sortie. Au milieu, tu fais ce que tu veux. Et Johnny, son obsession, c'était toujours là, comment je rentre. Et donc, j'avais vu cette idée folle. Et je lui ai vendu ça quand on lui a présenté la maquette. Et mon équipe, quand je lui ai dit, il me dit, j'arrive où? Bah là, il a regardé tout le monde m'a dit que c'était bien, il n'est jamais revenu en arrière. Pour raconter aussi, vous êtes presque sa nounou. Vous lui faites des piqûres quand il a perdu sa voix. Des fois, il veut pas aller sur scène parce qu'il fait des petits caprices, il s'allonge sur le canapé. Il vous dit, si t'es pas content, t'as qu'à y aller, toi, sur scène. Non, oui, c'était il y a déjà bien longtemps déjà. Il n'avait pas une montre pour rentrer en scène, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que je me vois encore à Bercy à une époque. Le spectacle, qui devait commencer à 8h30, à 9h15, il n'était toujours pas sur scène. Je travaillé une fois, 2 fois dans la loge. La 3e fois, je lui ai dit, mais Johnny, faut y aller. Bah écoute, vas-y, toi, commence. Voilà. Mais c'est Johnny, De toute façon, je pourrais faire 3 tomes sur Johnny. Oui, vous dites, à propos de tous les artistes, vous dites, si moi, le producteur, c'est 20% des 100%, quand il a les applaudissements du public à la fin des spectacles, il y a 20% de ces applaudissements sont un peu pour moi. C'est vrai que je ressens cette émotion quand je vois que le public... J'ai toujours dit que je n'étais pas un artistique. Moi, je dis j'étais public. Le crémier, pour pas dire la crémière du quartier. Et si un spectacle que je concevais ou que je participais à la conception me plaisait, j'étais à peu près certain qu'il plairait au public. Voyez-vous, c'est... Parce que oui, je suis public, moi. Et bon, j'aime les belles choses, j'aime le grandiose, j'aime le fantastique. J'ai toujours essayé de faire ça pendant toute ma carrière, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que ça commence dans un petit village. Finalement, les rêves d'un gamin qui voit un jour... dans l'heure. Oui, un spectacle sur la place et qui se dit, tiens, un jour, c'est ça que je veux faire plus tard. Eh oui, on hébergeait un comédien du théâtre Montanari qui était célèbre en Normandie à l'époque, qui s'installait pour 2 ou 3 mois dans une ville. Il était chassé souvent au bout de 2 mois parce que les habitants préféraient faire crédit chez le boucher, le charcutier et le boulanger pour avoir des places, pour acheter des places pour aller au théâtre. Donc au moment, ça fatiguait, c'est un petit pays quand même à l'époque, il y avait 2000, 2200 habitants. Et on logeait donc, ils étaient en caravane, et nous on logeait un comédien chez nous, et juste en face du théâtre, il y avait la rue à traverser, donc j'ai sympathisé avec lui, après il m'emmenait au théâtre, après j'ai même fait des petites figurations, des petits rôles, des choses et tout. Et je crois que c'est là que ça a germé dans ma tête, que j'ai dit, je vais faire du spectacle, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas...
c'est pas aussi ça n'a pas été le coup de foudre, c'est pas aussi probant, mais c'est là que ça a commencé à germer. Et puis je suis parti au service militaire. J'ai carrément monté un bureau d'organisation de spectacles dans les bureaux de l'armée. Enfin bref. Puis les choses se sont faites Oui. au fur et à mesure. Ça va être, alors on le disait, les chats sauvages, Dick Rivers. Vous allez lancer des tournées. On se disait, Gene Vincent, Bebop Lula, qui fait des tournées. Ça marche pas. Vous vous ruinez. Vous êtes plusieurs fois ruiné d'ailleurs dans votre carrière. Plusieurs fois. Et surtout que j'avais un vilain défaut. D'après le contrôleur fiscal qui était venu me contrôler, c'est que pour moi, déposer un bilan, c'était infamant. Comment dire, j'ai fournisseurs, des gens, etc. et tout, qui m'avaient fait confiance, j'allais déposer le bilan, pas les payer. Pour moi, c'était... Mon père m'a toujours dit, dans la vie, mon garçon, où il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'homme. Bien. Et donc, j'ai même vendu une superbe maison à Saint-Tropez, voilà, mais je n'ai pas de regrets, je suis content. J'avais planté personne. Ouais. J'avais tellement la confiance des gens, je pouvais me permettre de faire le Champ de Mars, par exemple, la Tour Eiffel. C'est quand même un budget de 2 millions, 2,5 millions d'euros, hein, et tout, sans même verser un acompte aux fournisseurs. C'est incroyable. Et vous, tout ça était sur parole. Alors, on pourrait raconter, parce que ce livre fourmille d'anecdotes. Prenez pour ça. Vous avez travaillé avec évidemment, on va parler de Michel Sardou dans un instant. Vous travaillez aussi avec Linda de Souza, qui va, alors là, elle va vous faire toucher le fond, là, au niveau fric. Hein. Oui, fric et moralement aussi, parce que c'est très très dur de voir quelqu'un saboter pareillement une entreprise, un spectacle. Ce pauvre Jean-Pierre Cassel, qui a été extraordinaire avec moi, qui est disparu, paix à son âme. Mais heureusement, il était là, il m'a aidé. On en parle encore beaucoup avec Anne, avec sa femme. C'est ce qu'elle nous a fait subir, c'est pas croyable. Ouais. On est dans un domaine de fou, quoi. Oui, alors Gérard Lenormand, vous êtes celui qui le fait signer dans sa première grande maison de disques, il commence à avoir du succès, et puis il vous lâche tout de suite. Puis vous le retrouvez alors qu'il vous a trahi. 20 ans plus tard, il est plus grand-chose, et vous êtes devenu très important. Ça se passe pas bien, vous lui dites. Ouais, enfin, j'en suis... Je le raconte, mais j'en suis pas très fier, parce que mes colères étaient légendaires à l'époque. Et c'est vrai que, je fais chez CBS, il n'avait pas de maison de disques, etc. et tout. Premier titre qui sort, et pour me remercier, il va signer chez Jacques Marouani. Parce que j'étais toujours personne, je faisais mes petits balles, moi, bon. 20 ans après, bon, Jean-Claude, c'est tellement bien de te voir, etc. et tout, faut qu'on se voit, faut qu'on fasse des choses ensemble. Voilà, là, ça a été... Je suis parti en plein restaurant, mais dans une colère, et je suis sorti ce que je mets dans mon livre. Je ne suis pas fier de le raconter là maintenant, mais et c'était pas gentil non plus. Oui. Comment, maintenant que t'es à Aspin, tu viens me voir, etc. et tout, casse-toi. Oui, c'est un peu violent. C'est tout juste si je n'avais pas mis une soupière de soupe sur la tête. Hein. Il y a des moments extraordinaires. Michel Sardou, parlons-en, vous travaillez aussi comme Johnny, vous faites une carrière extraordinaire avec Michel Sardou. Il y a des moments où vous dites, il est tout seul, il est en coulisses, il se regarde dans la glace, il dit, je suis un vieux con, hein. Jean-Claude, dis-moi que je suis un vieux con. Ouais, ça c'est Michel. Michel, c'est un grand solitaire, c'est un angoissé. Il a fait une carrière merveilleuse, mais c'est un numéro qui est réglé avec lui quand on était en tournée. Bon, un bureau à côté de ça, pas loin de sa loge. Bon, je venais le voir, je passais 10 minutes avec lui, on parlait et tout. Je repartais un quart d'heure après. Jean-Claude, j'entendais dans le couloir. C'est pas la peine que tu viennes me voir, si c'est pour rester dans ton bureau, je suis tout seul et tout. Puis il était dans sa glace, il dit, dis-moi que je suis un vieux con. Non, mais tu te rends compte? Bah non, Michel, c'est le temps qui passe, mais c'est pas vieux con. Enfin, ça va. Mais c'était le même numéro tous les jours. Oui, mais des colères homériques. En 3 temps, toujours. Oui. Ça dure plusieurs jours. 3 temps. Non, pas plusieurs jours, mais en 3 temps. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple dont je parle dans le livre, qui est au Théâtre du Gymnase, où il est avec Marianne Chazelle, pendant la pièce, Michel est très très sensible à tout ce qui se passe quand il est en scène. Et au théâtre, encore plus. Bon, il y a une porte qui s'ouvre en grand, au fond, de lumière, etc. et tout. Il sort, il est ivre de rage, faut virer tout le monde, etc. et tout. Bon, il hurle. Bon, il s'en va. Mais je sais qu'à un quart d'heure ou une demi-heure après, le téléphone va sonner. C'est la deuxième couche.
Et puis le lendemain matin, la plupart du temps, c'est toujours pas passé. Et le lendemain matin, troisième couche. Alors après, le chic de Michel, quand même, c'est que quand il sait qu'il a été allé trop loin, il sait s'excuser ou je me rappelle au gymnase, il rentre le lendemain de cette... Oui, j'étais en train de manger un petit sandwich dans mon bureau, moi, voilà, avec Anne-Marie, regarde, pauvre Jean-Claude, viens, et puis paf, on est dans les bras l'un de l'autre, et puis c'était reparti, quoi. Ouais, c'est magnifique, hein. Vous dites, il est plus sauvage que Johnny. Ah oui, Michel, que les gens qui ne le connaissent pas, ils n'ont pas envie de lui taper dans le dos. Hein. Oui. Il a une... Même les photos, hein, Ouais. on a du mal à voir. Il a une relation panique avec le public. Non, c'est pas une réaction de panique, mais il est pas forcément liant. C'est vrai que quand on est en tournée, l'orchestre est toujours en train de jouer, que lui, il est déjà dans la voiture pour partir. Voilà, c'est un peu sauvage, on va dire, un peu solitaire. Ouais. Il va y avoir une rupture, et puis une réconciliation, là aussi. C'est ça la vie. C'est ça la vie, oui, absolument. On se retrouve. Alors, il y a des ruptures pénibles. Évidemment, on pense à Gilbert Coulier. Vous avez travaillé avec lui longtemps, et puis un jour, il va... Ouais. Permettez-moi de vous rectifier, il a travaillé avec moi. Oui, c'est ça. Bah oui, j'ai quand même sorti d'une imprimerie où il était ouvrier imprimeur. On va dire c'est votre beau-frère, en fait. C'est mon il beau-frère. épouse votre sœur. Et son métier n'était pas du tout ça. Ah ben pas du tout. Et j'ai vu que quand on faisait les balles, il venait nous retrouver autour de Rouen, il déchirait un peu les tickets, etc. et tout. Puis bon, puis je l'aimais beaucoup et il avait l'air vraiment intéressé. Un beau jour, j'ai dit viens travailler avec moi. Et je suis associé à 30% à mes affaires. Alors, il était ouvrier imprimeur. Ouvrier imprimeur, oui, à Rouen. Oui. Et donc, il m'a trahi 2 fois, oui. Alors, un jour, il va partir avec tout le monde. Il amène tous les artistes. Bah, il va même finir par vous piquer Johnny. Oui. Non, Johnny, non. Mais il pensait avoir piqué Sardou, en tout cas. Le problème, c'est que moi, je m'occupais de toute la gestion de la maison, de Johnny Hallyday, j'allais dire du lobbying dans le métier, etc. et tout. Et lui, j'avais mis sur les tournées, c'est lui qui s'occupait, qui partait en tournée, qui vivait donc tous les jours avec les artistes. Ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'au départ, par exemple, Michel Sardou, vous savez, les gens, c'est une relation très stricte. Et Michel, tu es gentil, ton beau-frère, là, mais c'est pas avec ton beau-frère, j'ai signé ça avec toi. Hein. Bah, je dis, Michel, je peux pas toujours être là, bref, tout ça. Puis après, sympathisé, et donc lui d'office, il s'est dit, je pars, on l'emmène tout en ayant déclaré dans une assemblée générale des syndicats, je dois tout à Jean-Claude, sans lui je ne serais rien, je veux pas qu'il soit lésé. Terrible, voilà. C'est des trahisons terribles. Ben oui. Ouais. Oui. Vous êtes fâché avec vos 2 sœurs. Oui. Bah oui, vous savez. C'est fâché, même en procès, même. Ce sont des. Il y a eu, oui. C'est terrible, tous ces gens qu'on a installés qui n'ont pas la reconnaissance du ventre. Oui, mais vous dites finalement, ma famille, ma grande famille, je ne parle pas évidemment de tous ceux qui vous touchent, parce qu'il y en a beaucoup dans votre séjour, c'est les artistes, c'est quoi? C'est le public, c'est quoi? Oui, moi, j'ai mon équipe rapprochée, bien sûr. Dean Tiango, mon successeur, mon directeur de théâtre, Jean-Robert Charrier, un petit génie que j'ai trouvé, etc. Oui, j'ai une vie familiale avec mes artistes, même le public de Johnny surtout. Enfin, j'étais à la Coupe Davis là pendant 3 jours à Lille. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fans de Johnny qui sont venus à l'hôtel pour que je leur signe des choses, pour que je leur signe le livre, enfin, pour ça, etc. Mais le public de Johnny m'a assimilé complètement à lui. Oui. Je ne pouvais pas aller dans la salle quand Johnny chantait, ou aller chanter, parce que sinon c'est Jean-Claude. Voilà, oui. D'ailleurs, il y a des moments où vous racontez qu'il vous souhaite votre anniversaire, le public, avant un grand concert de Johnny, c'est des moments extrêmement forts. Le 14 juillet 2009, quel moment extraordinaire, J'étais là avec mes talkie-walkie, machin, on m'appelle sur scène, Éric Jean-Jean qui était là avant l'arrivée de Johnny, me dit Jean-Claude Camus, on appelle Jean-Claude Camus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je monte, et là, c'était Lydie Pradal, ma collaboratrice de jour, qui avait retrouvé une affiche, 14 juillet 1959. C'était mon premier spectacle de variété à Conches, dans l'Eure. Et tout, et il dit voilà, aujourd'hui, tout ça avait été fomenté évidemment par Dean Tiango, par mon successeur, et comment dirais-je, qui monte avec moi en ce moment, parce qu'on n'est pas tout à fait parti. Il y a Bodyguard qui arrive le 4 février au Palais des Sports, énorme comédie musicale.
Et donc Jean-Jean a dit, ben voilà, aujourd'hui on fête les 50 ans de carrière de Jean-Claude, on va tous chanter bon anniversaire. Vous imaginez 700 000 800 000 personnes devant, dans l'état où je suis sorti, enfin, c'était incroyable. Ce qui est inimaginable, c'est que vous êtes vous. C'est-à-dire que quand Johnny sort des nuits entières, vous ne participez pas à ça, mais finalement, vous avez constaté... Oui. J'avais fait la fête. Jamais. C'est ce qui m'a sans doute préservé. Parce que même si Johnny, alors il était terrible quand même, parce que même si Johnny de temps en temps ne buvait pas que 3 verres, on va dire, si il voyait quelqu'un autour de lui de proche et tout, il me dit, tu te rends compte dans des attaques qu'il met, celui-là, non mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'il boit? Enfin, alors quand il voulait être tranquille, mon Johnny le soir en tournée, qui savait que lui, il allait faire la fête et tout, pendant le repas. Oh là là, t'es fatigué, mon Jean-Claude, hein? T'es fatigué. Bah, tout à l'heure, t'inquiète pas, je serai pas tout seul, va te coucher. Et là, il avait quartier libre. Finalement, votre rôle, c'était, je disais, vous étiez un peu une nounou, mais c'est aussi de protéger les artistes. Alors, vous disiez l'entourage, les profiteurs, les flatteurs, les... Ça, il y en a dans le métier, je peux vous dire. Des flatteurs, des courtisans, des trucs et des... Ils sont redoutables. Ils sont redoutables. Les choses qu'ils peuvent faire. Puis un artiste est très, très influençable. Il écoute beaucoup. Vous savez, c'est des gens très sensibles, etc. Et tout. Je suis arrivé dans une ville où il y avait, je sais pas, 6 ou 7 000 spectateurs. Et puis un bout de cour qui arrivait et tout. Ben, dis donc, on ne sait pas comment on a trouvé qu'on a su que tu avais un spectacle aujourd'hui ici, hein, parce que disons, la publicité, il n'y en a pas eu. Tout ça, pas d'ailleurs de dire, ton producteur ne fait pas son boulot. Alors là, j'ai explosé, j'ai dit, bah oui, heureusement qu'il y en a 7000 eux qui l'ont su, voyez-vous, et ils n'ont pas eu de problème pour venir. Mais c'est terrible, les courtisans, les profiteurs, les faux amis. Ce qui est incroyable, l'aventure continue. Vous parliez évidemment des prochains spectacles. Il y a le théâtre, on pourrait parler de Mimi Mati, de Lynn Renaud, que vous aimez tellement. Ah, ma Lynn. C'est ça, finalement. Ouais. Votre bonheur d'enfant, il est toujours là, finalement, dans les lumières d'une salle qui s'allume. J'ai toujours, et tant que j'aurai ça, j'ai toujours les émotions. Là, je vois Tartuffe en ce moment au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Michel Faux et Michel Bouquet. Michel Bouquet, je dis toujours que c'est mon maître. J'ai une passion pour cet homme incroyable et tout. Bon, bah, encore dernièrement, il y a un mois, le soir de la première, on était tous les deux dans les bras l'un de l'autre en larmes. J'ai des émotions, moi. Une fin de spectacle, c'est quand vous venez de le créer ou quand vous avez participé à la création, et tant que j'aurai ces émotions-là, je serai un petit peu toujours sur la route, on va dire. Ouais. Je reviens une seconde sur Johnny, parce que ça, vous parliez de l'émotion de l'anniversaire. C'est aussi une certaine tendresse qui vous lie. Par exemple, à Johnny, ce livre est très tendre pour Johnny. C'est de la tendresse, je l'aime, mon Johnny. Je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut prendre, mais mon Johnny, je l'aime. C'est toute ma vie, vous vous rendez compte, c'est plus de 35 ans. Plus de 35 ans de vie, j'allais presque dire commune, tellement on a vécu beaucoup ensemble, en fait, sur les routes, partout, c'est... Il ne dort jamais seul, vous dites d'ailleurs. Il faut même un musicien, n'importe qui, dans sa chambre pour dormir. Oui, il y a toute une époque, je pense que Johnny a peur de la nuit. Oui, il a peur de la nuit, et c'est vrai que pendant toute une époque... le soir, il ne voulait pas rentrer tout seul dans sa chambre. Il a une espèce d'angoisse qui était la peur de la nuit. C'était assez bizarre. Ouais. Courage aussi, c'est un mot qui lui va bien. Courage, force. Oui, sauf pour une chose où souvent on me dit, mon Dieu, quel courage tu as eu, le fameux 4 septembre, c'est la mort dans l'âme au Stade de France, où il a fallu que je monte sur scène devant 80 000 personnes. Tout le monde me dit, quel courage tu as eu. Que nenni. J'étais d'abord dans un tel état second, parce qu'on venait de passer 2 heures à voir si on arrivait à jouer, pas à jouer, etc. Et tout. Puis au moment de faire... Il pleuvait, oui. Des tonnes d'eau. Et au moment de faire l'annonce, on dit, qui fait l'annonce? Je dis Michel Drucker. Il n'y a plus de Michel Drucker, on l'a plus trouvé. Et tout, on me dit, toi. Et là, je suis parti, mais vous savez... Pour dire que le spectacle était annulé, oui. Oui, pour annoncer le truc, je me souviens d'une seule chose. Michel Marcegara, mon directeur de scène, qui me tend un micro sur le bas de la scène. Vous avez préparé quelque chose, Jean-Claude? Je dis non. Et la Providence a voulu que je sorte les bons mots. C'est venu tout seul. Mais c'était pas du courage. Ça, c'était pas... J'ai eu du courage ailleurs, dans des tas de circonstances, mais là, c'était pas du courage. Ouais. Mais Johnny, il en manque pas de courage?
Jean-Yves, c'est un courage, c'est un courageux, c'est un battant, c'est un gagnant, en plus, il a tel amour pour son public, il aime tellement la scène. Ça le porte, par exemple, le disque qui vient de sortir, ou alors, finalement, la perspective d'enregistrer encore? Ah bah toujours, toujours la perspective. Ouais, au 29 octobre, Johnny me parlait encore de sa tournée, nouvelle tournée normalement en 2019, de son nouvel album qui devrait se terminer, sortir certainement dans quelques mois. Oui, Johnny a toujours des projets. Oui. C'est vrai, il racontait à quelqu'un que Jerry Lee Lewis était mort dans chacune des cliniques de Memphis et que finalement, lui, il était allé voir à l'au-delà, près de l'au-delà, et qu'il n'avait pas envie du tout d'y rester. Oh ben non, mais Johnny, c'est un bon vivant, il n'a pas du tout envie de s'en aller. Et puis nous, on n'a pas du tout envie qu'il nous quitte non plus. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude Camus. Vraiment, vous pensez encore que vous n'étiez pas né pour ça? Mais j'assure que c'était presque une thérapie, j'allais dire, ce livre, parce que quand vous êtes dans le bain, tout ce que j'ai fait, pour moi, c'était tellement normal. Et c'est après que ma fille m'ait décidé à faire ce livre, et tout, je réalise maintenant, et j'allais dire, je profite maintenant de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je vois des images, je vois des tas de choses, et là, je me dis vraiment, c'est vrai, j'étais vraiment pas né pour ça. Merci beaucoup, Jean-Claude Camus. Pas né pour ça, ma vie avec les stars, Johnny, Michel et les autres, publiés chez Plomb. C'est l'autobiographie événement du plus grand producteur français de spectacle. Merci beaucoup, Jean-Claude Camus. Merci à vous, merci.